Bonjour à tous, tout le monde m'entend, c'est impeccable, super. On va commencer, prenez place. J'espère que vous êtes aussi chaud que le climat, pardon. Eh bien, je m'appelle Tristan Nitto et je vais vous parler justement d'empreinte carbone du numérique, mais pas que l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale en général. Je suis ravi d'être ici, alors parce que moi je suis Cantalou, vous voyez, donc c'est un peu la famille ici, quoi. Donc j'ai l'impression d'être presque en vacances en étant en Auvergne à nouveau. Donc, qui suis-je? Donc, vous voyez, je suis pas tout jeune. Yann tout à l'heure disait qu'il était né en 71. Yann, qui est mon ancien patron. Et ben moi, je suis né en 66, ce qui est encore plus vieux. C'est 0,6 génération de venture capitalistes. J'ai fait des choses, mais vraiment là où ça a commencé à être rigolo, c'est en arrivant chez Netscape. Alors, c'est Netscape. On me disait l'autre jour que Mozilla, c'était le navigateur de tes parents. Et donc, ça fait de Netscape le navigateur de tes grands-parents, en toute logique. Et c'est là où j'ai commencé. Je suis resté 17 ans sur le projet Mozilla. J'ai cofondé Mozilla Europe, que j'ai présidé. Et puis, j'ai travaillé chez Cozy Cloud, une boîte qui fait de l'open source pour des données personnelles. Quant, Scaleway, et puis enfin, depuis presque 2 ans, Octo Technologies, qui est une société, un cabinet de conseil en architecture IT, changement de l'organisation et développement. Donc une partie ESN. Donc aujourd'hui, je suis chez Octo, qui se trouve, je l'ai découvert, être une filiale de Accenture, qui est sponsor de l'événement d'aujourd'hui. À côté de ça, ça fait quelques décennies que je publie sur le web, dont standblog.org, qui existe toujours. C'était l'époque où les blogs étaient cool, ça veut dire si c'est vieux. Et depuis, j'ai écrit des livres et je fais des podcasts, parce que c'est quand même un petit peu plus moderne et un peu plus rigolo et un peu plus rapide que d'écrire des bouquins. J'ai aussi contribué bénévolement à un certain nombre d'institutions, en particulier en termes de régulation, que ce soit le Conseil national du numérique, la CNIL, le Conseil national éthique du numérique, le CIGREF, le club d'informatique des grandes entreprises françaises, et depuis depuis le mois de juillet, au W3C, où je suis au Technical Architecture Group, qui est en gros la direction technique du W3C. Et mon job, c'est directeur associé chez Octo Technologies sur commun numérique, en gros open source, open data, et anthropocène. Donc l'anthropocène, c'est l'ère géologique. C'est un concept qui est encore un peu flou et un peu fantasmé, mais c'est l'anthropocène. Quand on parle d'anthropocène, c'est dire c'est l'ère géologique où la chose qui modifie le plus la période géologique, qui potentiellement s'étend sur des milliers ou des millions d'années, eh bien c'est l'humain. Et effectivement, ça serait, si on est dans l'anthropocène, ce qui est un peu, pas complètement une certitude, eh bien ça veut dire qu'on est dans une période où le truc qui modifie le plus la planète, c'est l'humain. Et ça, c'est mon intime conviction. Donc je vais vous parler de changement climatique et d'empreinte environnementale du numérique ce matin. Et vous allez voir, normalement, on en sort avec le sourire, même si le sujet est a priori plombant. Donc c'est un peu le défi que je me pose ce matin. Il était une fois, parce que évidemment dans toutes les conférences, il faut raconter une histoire, sinon les gens s'emmerdent. Donc je vous raconte une histoire, et donc elle commence par « Il était une fois », et c'était « Il était une fois Gordon Moore et la loi de Moore ». Ça a commencé, alors elle a été édictée en 65, mais en vrai, elle est devenue particulièrement réelle avec le premier microprocesseur qui a été sorti par Intel en novembre 1971. C'était le premier microprocesseur commercial qu'on pouvait acheter. Et c'est le Intel 4004, donc qui est une merveille puisqu'il a commencé toute une révolution et qui est totalement minable de par ses fonctionnalités, puisque quand on regarde le petit tableau, on voit que le Intel 4004 il manipule des mots de 4 bits, là aujourd'hui tous les processeurs sont en 64 bits, voilà. Donc 16 fois plus. Il tournait à la vitesse vertigineuse de 0,74
mégahertz, alors qu'aujourd'hui on compte en gigahertz, donc 5000 fois plus lentement qu'un processeur moderne. Il avait un cœur, là où un processeur normal a au moins, disons, une dizaine de cœurs. Donc il était nul, mais il était formidable en même temps, parce que il a vraiment initié la loi de Moore de façon complètement réelle. Et la loi de Moore, elle vient de Gordon Moore, cofondateur de Intel, qui disait en 1965, tel que c'est parti, on va réussir à doubler le nombre de transistors dans un microprocesseur, dans un semi-conducteur, tous les 2 ans. Autrement dit, la puissance des puces électroniques va doubler d'un facteur, donc doubler, multiplié par 2, tous les 2 ans. Et ça a duré super longtemps. Donc on voit le tout en bas à gauche, le Intel 4004, si on a de bons yeux. Et en haut à droite, on voit des processeurs modernes. Et en 50 ans, on est passé de 2300 transistors à 50 milliards de transistors. Parce qu'il faut voir que sur le côté gauche, c'est une échelle logarithmique, hein. Donc on passe de un peu plus de 1000, enfin de l'ordre du millier jusqu'à l'ordre de 50 milliards en 50 ans. Donc en fait la puissance, elle a augmenté de façon absolument vertigineuse. Comme l'échelle est logarithmique, on a l'impression que c'est linéaire, mais en fait si vous mettiez une échelle linéaire, vous verriez que la courbe elle fait comme ça. Alors il y a des sous-jacents derrière la loi de Moore qu'il est important de voir, c'est que déjà, si vous mettez beaucoup plus de transistors, mais infiniment plus de transistors dans un semi-conducteur, il faut que le prix du transistor unitaire, il baisse, et qu'il baisse très très vite. Parce que sinon, si un processeur à 2300 transistors, ça valait $1000 à une époque, si vous en mettez 50 milliards, ça veut dire que plus personne peut acheter des processeurs dans le futur, quoi. Donc il faut vraiment, vraiment que le prix des transistors s'écrabouille, qui baisse en fait dans les mêmes proportions à peu près. Il faut aussi que la consommation électrique de chaque transistor baisse, sinon ça veut dire que derrière chaque processeur, vous avez une centrale nucléaire, et évidemment, heureusement, ça n'est pas le cas. Et puis il y a eu d'autres astuces pour augmenter la puissance des processeurs. Il y a eu la fréquence d'horloge qui a vraiment augmenté, on le voit, donc multiplié par 5000 en 50 ans. Et puis le nombre de cœurs qui augmente. Seulement au même moment, eh bien, il y a, enfin un petit peu plus tard, mais vu d'aujourd'hui, ça fait il y a longtemps, Niklaus Wirth, qui était un type brillantissime, prix Turing, c'est à peu près l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique, créateur du langage Pascal, mais aussi plein d'autres systèmes vraiment fabuleux. Il a l'air particulièrement mécontent sur cette photo. Alors peut-être parce que lui n'était pas aussi riche que Gordon Moore, parce qu'il était universitaire et Gordon Moore était industriel. Gordon Moore, quand il est mort, était 96e fortune mondiale. Hein. Comme quoi, si vous voulez, la loi de Moore, c'est quand même un intérêt certain. Niklaus Wirth, lui, disait « Le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère ». On a beau avoir du matos de plus en plus puissant, on code de plus en plus comme des cochons, et en fait le logiciel se traîne toujours de la même vitesse, si ce n'est pire. Donc c'est pour ça qu'il a l'air un petit peu furax, Niklaus. Je reviens vite fait en arrière sur la loi de Moore. La loi de Moore, ce n'est pas une loi physique, ce n'est pas un truc inéluctable. C'est une décision de Intel de dire c'est formidable, si on arrive à doubler le nombre de transistors et donc de multiplier par 2 la puissance des puces, eh ben, on va en vendre de plus en plus. Pourquoi ? Parce que ça rend automatiquement obsolètes les puces de dernière génération et on va revendre des puces à nos clients. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Donc en fait, c'est une décision d'augmenter la R&D et la capacité de production et d'investir, donc c'est une décision aussi financière, d'investissement dans les usines de puces pour fournir des trucs de plus en plus puissants. Ce n'est pas une loi physique qui est tombée du ciel, c'était comme ça, c'est une décision commerciale et de R&D et d'investissement. Ça c'est un point très important parce que vous allez voir, ça va être utile par la suite. Donc, quelques exemples de gâchis ces 50 dernières années.
pour illustrer la loi de Wirth, déjà, une page web, ça a été multiplié en termes de poids par 150 en 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a 150 fois plus de mémoire ou plus, on a des processeurs 150 fois plus puissants ou plus, et qu'on a de la bande passante aussi 150 fois plus rapide. Et donc on peut, donc on le fait. Est-ce que les pages web sont 150 fois mieux ? Elles sont mieux. Mais il y a moins de gifs animés, perso, j'aimais bien avant aussi. Est-ce qu'elles sont 150 fois mieux ? C'est pas certain. Elles sont mieux, mais pas 150 fois. Alors celle-là, elle m'a bien fait marrer, la deuxième, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une caméra très haute vitesse pour mesurer combien de temps ça mettait entre quand on appuie sur une touche et quand on affiche un caractère sur l'écran. Il a pris un Apple II et il a pris un Lenovo Carbone X1 de 30 ans plus tard. Et en fait, l'Apple II est beaucoup plus rapide. Alors bon, c'est mieux aujourd'hui, parce qu'on a du gras, de l'italique, du souligné, de la couleur. Alors que l'Apple II, c'était rustique, il n'y avait même pas de minuscules, et éventuellement, on avait le choix de la surbrillance ou pas. C'était tout. Mais bon, ça fait rêver. Et enfin, Office et Windows, quand on regarde la configuration minimale pour exécuter ça, il faut 171 fois plus de mémoire. C'est toujours Word, Excel, PowerPoint et tout ça. Mais il faut 171 fois plus de mémoire. Alors c'est mieux. Il y a eu un correcteur orthographique qui est arrivé, un correcteur grammatical, ce qui m'arrange bigrement, et aussi des emojis. Mais 171 fois, je ne suis pas sûr. La loi de Moore, c'est formidable ce chargement, que la bande passante est vraiment dégueulasse parce qu'on voit les images arriver bien longtemps après le texte. C'est pas fait exprès. Hein. La loi de Moore, elle fait que on va plutôt rajouter des nouvelles fonctionnalités que optimiser son logiciel. Un jour, vous arrivez au bureau et on vous dit, bon Coco, dans la user story, il faut que tu rajoutes telle fonctionnalité. Vous rajoutez la fonctionnalité. Et une fois qu'elle est faite, c'est la première fois que vous l'implémentez, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on passe à la suivante. Peut-être que ce jour-là, vous avez mal dormi et que vous avez codé de la merde. Ça arrive, hein, on est humain. Hein, et moi-même, j'ai codé largement ma part de merde. Okay, donc, ça arrive. Mais on ne vous demande pas de regarder si c'était bon ou si c'est pas bon. C'est fait, on considère que c'est OK, et on passe à la suivante. Et puis de toute façon, dans 2 ans, il y aura une nouvelle génération de bécanes qui va faire que même si ça se traîne ce que vous avez fait comme boulot, c'est pas grave. Ça va tourner du feu de Dieu dans 2 ans. Donc le temps que ça arrive chez le client, on sera bon. Et donc on rajoute des fonctionnalités plutôt que d'optimiser le logiciel. Et même si on a fait un travail pourri, c'est pas grave, ça passe. La loi de Moore va compenser ça. Et ça arrive au quotidien, et ça arrive au quotidien depuis 50 ans. Ça fait depuis 50 ans, on se traîne des softs dont certains morceaux sont vraiment, vraiment mal écrits. Et ça fait qu'on se dit, ah ouais, mais t'as vu là, mon smartphone est devenu trop lent, c'est insupportable, ou ça peut être mon ordinateur est devenu trop lent, ou bien mon serveur est devenu trop lent. Faut que je change. Mais on le sait tous quand on y pense. On le sait tous. Un ordinateur, ça ne devient pas plus lent. Un smartphone, ça ne devient pas plus lent. Bon, chez Apple, ils savent faire, mais c'est une exception. Ça ne devient pas plus lent. C'est juste que sur un matériel à la fonctionnalité qui reste identique tout le long de la durée de vie, on met du logiciel de plus en plus gros, avec de plus en plus de fonctionnalités et de plus en plus mal écrit. Et donc, ça donne cette perception de lenteur. Mais le quartz qui fait tourner votre microprocesseur, il est toujours à la même vitesse. Ça n'a pas ralenti. Et du coup, on balance nos smartphones tous les 2-3 ans à la poubelle parce qu'on les trouve trop lents. Et dans 80% des cas, ils fonctionnent encore. On génère littéralement des milliers de tonnes de déchets électroniques dont on ne sait rien faire. On ne sait pas
par exemple, recyclés aujourd'hui, et donc, ça finit dans des décharges et ça pollue. Alors que ça marche. Tout ça parce qu'on écrit du logiciel de merde grâce ou à cause de la loi de Moore. Alors, il se trouve que la loi de Moore, elle est dans un sale état. Et c'est pas facile de s'en rendre compte, parce qu'en fait, tous là ici, je suis probablement le plus vieux dans la salle, on est tous nés, ou tous rentrés dans le numérique à un moment où la loi de Moore était la norme. Donc pour nous, c'est normal. C'est comme ça, c'est le monde, c'est le travail, c'est toujours mieux demain. Et Upton Sinclair, que j'aime beaucoup, il disait cette phrase merveilleuse qui devrait être gravée en doré sur tous les frontons de France, c'est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et là, on est tous payés pour ne pas comprendre que la loi de Moore nous fait faire de la merde collectivement. Je ne pointe pas des gens, on est tous comme ça, on est dans la même industrie. Donc, je vous demande d'ouvrir un peu vos esprits pour ce qui va suivre. Moi, un truc qui m'a ouvert l'esprit, c'est ce livre où le héros ou l'héroïne, parce qu'en plus il est non-binaire pour vraiment emmerder les gens jusqu'au bout, eh bien disait, on lui redonnait un ordinateur le jour de ses 16 ans, et il s'en servait toute sa vie. Et c'était la norme. On n'en changeait pas tous les 3 ans. Merde, mais c'est possible. Ben oui, en fait, je regarde. Moi, j'ai un vieux Sinclair ZX81, donc de 1981, et il marche encore. Il n'a pas changé. Lui, oui. Lui, oui. Bon. Donc. C'est possible. On pourrait très bien imaginer des ordinateurs qui durent toute une vie. Alors bien sûr, il faut qu'on les fasse réparables, ce qui n'est pas tellement le cas aujourd'hui, quand on voit la difficulté de maintenance d'un iPhone ou d'un MacBook Air. Alors il y a quelque chose qui est très important de comprendre, c'est la répartition des impacts du numérique en France. Vous savez qu'on parle aujourd'hui de l'empreinte carbone du numérique. On pense, ah ouais, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'électricité, il faut réduire cette consommation d'électricité. Oui, mais c'est vraiment regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est se concentrer sur juste un petit morceau. En fait, il y a plusieurs utilisations, il faut regarder sur tout le cycle de vie, il y a plusieurs phases d'utilisation, il faut regarder sur tout le cycle de vie. Il faut regarder la fabrication, l'usage, le recyclage. Et ce n'est pas juste l'énergie, ce n'est pas juste l'électricité, ce n'est pas juste les gaz à effet de serre, c'est aussi la consommation d'eau et c'est aussi l'utilisation des ressources abiotiques, autrement dit la terre, les minerais. Et effectivement, quand on regarde la phase de fabrication, c'est là où se fait l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, quand vous recevez votre smartphone dans sa belle boîte toute neuve, il a déjà émis 83% de gaz à effet de serre avant même que vous l'ayez allumé pour la première fois. C'est ça le problème. C'est le fait qu'on change de matériel. Vous ne l'avez pas encore utilisé, 83% des gaz à effet de serre ont déjà été émis. Alors qu'en termes de consommation d'énergie, vous voyez, 59% n'a pas encore été utilisé. Et évidemment, tous les matériaux physiques, l'aluminium, le verre, le silicium, etc., ils sont utilisés pendant la phase de fabrication. Donc il faut se concentrer sur éviter de changer le matériel. Alors évidemment, ça ne fait pas trop les affaires d'Apple, qui aime bien nous fourguer un nouvel iPhone tous les ans, puisque tous ceux qui ont un iPhone 15, vous savez qu'il est obsolète depuis la sortie du 16. Donc il va falloir en racheter un, quand même, sinon vous n'êtes pas cool. Souvenez-vous. Alors, seulement voilà, il y a le changement climatique.
Vous avez peut-être entendu parler du changement climatique, vous avez peut-être vu récemment passer une tempête sur la France, ou des inondations dans le nord, ou bien la sécheresse dans le sud. Et ça touche tous les pays du monde, de la sécheresse aux inondations, aux feux de forêt, etc. Alors ça, c'est un graphique assez drôle ou dramatique, je ne sais pas, où en fait j'ai mis la liste des grandes conférences où on a décidé qu'on allait tout changer en rapport avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc déjà on voit que dès 1979, c'était la première conférence pour le climat, ça va chier, on va tout changer. Et ainsi de suite jusqu'à l'accord de Paris, 2015, tout en haut, où depuis, rien n'a changé. Et les jolies couleurs que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les climate stripes, c'est-à-dire le réchauffement de la moyenne de la température du globe. Donc c'est comme les robinets dans la salle de bain, bleu c'est froid, rouge c'est chaud, et bien là c'est chaud bouillant. Et donc ça fait 40 ans qu'on se dit que ça va changer, qu'il faut qu'on change, qu'il faut qu'on le fasse différemment, et on ne le fait pas. Alors une autre façon de représenter le truc, c'est ça. Alors là, ce que vous voyez, la trace, là, le trait noir ici, c'est en gros la courbe de tout à l'heure, sauf que là c'est tous les gaz à effet de serre mélangés. Et on aurait pu aller dans ce truc rose si on n'avait pris aucune décision politique sur le changement, et on arriverait à un réchauffement entre 4 et 5 degrés. Et Dieu merci, c'est pas là qu'on va. Ouf. On a fait des changements politiques et on a décidé qu'on ferait des trucs différemment. Et donc, on est ici entre 2,5 et 3 degrés en orange. C'est bien, c'est beaucoup mieux, mais c'est catastrophique. Parce qu'en fait, il faudrait être là pour être dans l'accord de Paris si on ne veut pas que ça parte en vrille. Et concrètement, ben on est parti sur une tendance à environ le double de ce qu'il faudrait avoir. Donc en fait, on est super mal barré. Il faut vraiment se bouger. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ben, ce n'est pas suffisant. Et donc il faut faire beaucoup plus. Parce que vous voyez, la courbe, elle ne cesse de monter. Elle devrait baisser de 5% par an pour arriver donc à zéro à peu près ici, en 2070. Carbone neutral, neutre en carbone, c'est là. Net zéro, c'est là. Et vous voyez, on n'est pas du tout. Et alors, on a un autre problème qui est l'effondrement de la biodiversité. Alors ça, je suis désolé, mais hier est sorti un nouveau graphique, qui est le même, mais mis à jour. Ben, c'est pire. Voilà. On atteint les 79% de baisse. Donc c'est-à-dire que là, en fait, il y a des gens qui comptent les vertébrés sur la planète, et ben ça s'effondre. Ça fait 50 ans que ça s'effondre. Et c'est gênant, en fait, parce qu'en fait, la biodiversité, c'est ce qui nous permet, tout simplement, de vivre. D'avoir un air propre, d'avoir des cultures qui fonctionnent, d'avoir des abeilles qui vont échanger les pollens, etc. Donc si on ruine la biodiversité, en fait on ruine nos possibilités de survivre sur la planète. Et là je ne vous parle pas du climat du futur, je vous parle de l'effondrement depuis 50 ans de la biodiversité. Quand on va acheter une machine, dedans, pour conduire l'électricité, c'est du cuivre. Et bien ça, c'est une photo avec... c'est une fausse représentation, hein, on ne creuse pas le sol en tombant sur des boules géantes de cuivre. Hein. Ça va, tout le monde a compris. On creuse des trous énormes, hein. Alors donc c'est plus de 700 mètres de profondeur. Hein. Bon d'ailleurs, ça s'est écroulé, vous voyez. On continue de creuser. Mais c'est pas juste ça. Ça, la boule, c'est le pixel que vous voyez, là, le pixel blanc. Et tout autour, c'est le terrain qu'on a détruit pour avoir le pixel. Ce que vous voyez en bas à gauche et à droite, c'est des lacs d'acide. Parce qu'évidemment, il faut traiter
les terres qu'on retire avec de l'acide pour pouvoir avoir récupéré le cuivre. Et ça, la terre à cet endroit-là, elle est ruinée pour toujours, mais aussi aux alentours, parce que ça sèche, ça s'évapore, ça fait des trucs, ça fait de la poussière acide qui va sur les territoires autour. Et les gens sont malades, inévitablement. Tout ça, c'est juste pour avoir du cuivre. Alors, il n'y a pas que le cuivre dans la vie, il y a le cobalt aussi. Alors, le cobalt, c'est plus compliqué, on fait plutôt travailler des enfants parce que c'est des trous tout petits, il faut pouvoir mettre des enfants dedans. Et après, on va balancer nos ordinateurs, nos smartphones dans des endroits dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, il y a des pauvres gens qui les brûlent. Au Ghana. Bon, l'espérance de vie dans des conditions comme ça, vous imaginez bien, c'est pas top. Tout ça parce qu'on écrit du logiciel de merde. Et qu'on a un système de merde. Dieu merci, il y a l'optimisation. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une solution. Et je vais vous l'expliquer maintenant. Alors ça, c'est un copain que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Pierre Bessac, qui était cofondateur de Gandhi.net. Pierre, un jour, se dit « quand même, ce logiciel que j'ai écrit, il se traîne un peu. » Et il se penche sur le sujet et en quelques minutes, il se rend compte que son logiciel aurait pu être optimisé. Et il optimise d'un facteur 60. Il rend son logiciel 60 fois plus rapide. Tout simplement, en gros, en mettant un système de cache. C'est-à-dire qu'il interrogeait une API et ça mettait du temps. Alors que s'il gardait les anciennes valeurs dans un cache, c'était 60 fois plus rapide. Donc il suffisait de mettre un cache à un endroit, il teste, ça marche, et ça passe de 5-6 heures à quelques minutes, 60 fois plus rapide. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il gaspillait 60 fois trop de puissance informatique pour faire tourner un logiciel. Et en quelques minutes, il résout le problème. Mais il n'avait pas le couteau sous la gorge, alors il ne l'avait pas fait jusqu'à présent, et voilà, ça marche. Je vais vous donner un deuxième exemple, ça c'est un de mes collègues qui fait du machine learning. Il s'appelle Aurélien, il entraînait un algo de machine learning, et ça mettait 15 heures. Sur des machines un peu chères, quoi. Il a simplifié le truc, il y avait des tas de choses il calculait des choses qui n'avaient aucun sens finalement, parce que ça correspondait à une réalité physique qui ne pouvait pas exister. Donc il a fait des tests pour supprimer ces calculs. Il a réduit le nombre de combinaisons, il a downcasté les variables, parce qu'il faisait des calculs sur 64 bits, alors qu'en 8 bits ça suffisait. Donc il est passé tout en 8 bits. Les résultats n'étaient pas moins bons, ou étaient légèrement moins bons, mais dans l'épaisseur du trait, ça ne changeait rien. Et maintenant, c'est 5400 fois plus rapide. Il gaspillait 5400 fois trop de ressources avant. Et des machines qui valaient cher. Avec de l'énergie, mais pas que seulement. De l'espace pour le data center, du béton, du refroidissement pour les serveurs, etc. Alors lui, c'est le top du top. Il s'appelle Matt Parker. Il a fait une vidéo que je vous recommande de voir, qui est sur YouTube. Alors lui, il fait un algo en Python. Bon, il ne s'est pas cassé le tronc. Hein. Bon, il s'est dit, tiens, c'est un problème logique, je vais essayer de le résoudre. Il le fait tourner sur son laptop en 32 jours. Il commence à faire un podcast sur le sujet. Les gens lui disent, mais c'est nul, je peux faire mieux. Et là commence une certaine émulation et les gens discutent entre eux. Et il y en a un qui fait, moi, je résous le même problème en 15 minutes, parce que mon algo, il est mieux écrit que le tien. Alors déjà, on passe de 32 jours à 15 minutes, le rapport est quand même assez stupéfiant. Et après, ils commencent tous à s'énerver, et là, il y a des gros bourrins qui sortent, qui commencent à faire des optimisations bit par bit, etc., qui commencent à travailler avec le dictionnaire. Bon, là, truc de fou. Et maintenant, ça tourne en 6,7 millisecondes. Facteur 408 millions. Bon, là, la mauvaise nouvelle, c'est que la dernière version en date, elle est totalement immaintenable tellement elle est compliquée. Faut être honnête. Mais 408 millions de fois. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ça tourne en 6,7 millisecondes ? Alors, en fait, c'est un problème logique. En fait, on s'en fout. La réponse est oui.
En gros, c'est possible, on peut résoudre le problème qui s'était posé, quoi. Voilà. Maintenant, on peut le prouver en 6,7 millisecondes au lieu de 32 jours. Mais bon, non seulement la vidéo est hilarante, mais elle est riche d'enseignements parce que ça fait beaucoup. Et c'est là que je me suis dit, on va inventer la loi de Moore, mais à l'envers. Donc j'ai repris le pauvre Gordon, j'ai retourné la tête. Enfin bon, il est mort, il s'en fout. Hein. Et donc, j'ai appelé ça la loi d'Iroom, qui veut dire effort radicalement organisé d'optimisation en masse. Donc après tout, la loi de Moore, c'était une décision de Moore. Et moi, je dis, on va faire Iroom. Moore à l'envers, on va optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les 2 ans. Et si on l'optimise d'un facteur 2 tous les 2 ans, ça veut dire que tous les 2 ans, on a libéré la moitié de la puissance de calcul qu'on a. Et ça veut dire qu'il nous reste une moitié de puissance de calcul, donc on peut faire 2 fois plus que ce qu'on a déjà. En fait, c'est la loi de Moore. On a 2 fois plus de puissance disponible qu'il y a 2 ans, parce qu'on a optimisé. Et on ne change pas le matériel. Et il se trouve que changer le matériel, c'est ça qui fait l'impact environnemental du numérique. Si on ne change pas, il n'y a pas besoin de cobalt, il n'y a pas besoin de cuivre. Il n'y a pas besoin de décharge au Ghana. On continue à faire du numérique, on libère de la place pour faire des nouveaux usages sans avoir l'empreinte qu'on a d'habitude depuis 50 ans. Car souvenez-vous, la répartition, c'est essentiellement au niveau de la phase de fabrication plutôt que d'utilisation. Alors en fait, l'optimisation, ça existe depuis longtemps. Mais on le faisait dans le cas, par exemple, des consoles de jeux. Là, et c'était sûr que le client n'allait pas rajouter 32 Go de RAM dans sa console de jeu. C'était juste pas possible. Donc, on devait rentrer dans les limites physiques de la console. Et donc, pour les jeux vidéo, on fait de l'optimisation. Ou bien quand on a des contraintes de temps, du genre votre batch qui commence à prendre 23h30 par jour, là, on sent que ça va être très compliqué le jour où ça va dépasser 24 heures. Et donc, on se dit, ouais, il va falloir optimiser. Mais pour moi, si vous voulez, les limites planétaires et la protection de l'humanité, c'est une contrainte morale. C'est une contrainte. Bon, alors évidemment, l'actionnaire, il fait « Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des dividendes ou est-ce que je sauve la planète ?» Et il se demande. Et généralement, il clique sur le même bouton. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une contrainte supplémentaire, c'est que la loi de Moore, elle est quasiment morte. Parce que là, vous voyez, ça monte, c'est quasiment linéaire. On commence à deviner quand même que ça va vers un plafond en termes de nombre de transistors. Et souvenez-vous des sous-jacents, du prix du transistor qui doit baisser, de la consommation qui doit baisser. Et ça, voilà, c'est la preuve. Alors c'est une source très sérieuse, c'est un livre qui est fait par 2 chercheurs très seniors d'universités américaines. Mais bon, en gros, ils mesurent que les CPU, ça n'accélère plus. Et je dirais même plus, ça fait un bout de temps que ça n'accélère plus. En gros, depuis 2015, ça n'accélère plus. Récemment, je suis allé voir ma mère, j'ai dit « Maman, tu sais, je t'avais donné un ordinateur, tu t'en sers toujours ?»« Ah oui, il marche très bien. Bon, je vais t'en donner un nouveau parce que j'en ai un nouveau, parce que c'est moi qui achète des ordinateurs nouveaux, puis après je lui refile les nouveaux en cascade à tout le monde, quoi. » Et j'avais le fils d'une copine étudiant qui avait besoin d'un ordinateur. Je me dis, tiens, puisque j'en ai un nouveau, je vais le donner à ma mère, enfin un nouveau d'il y a quelques années, et je vais prendre le vieux de ma mère et je vais le filer à ce gamin étudiant. De toute façon, il ne fait pas attention à ses affaires, il va nous le péter en moins d'1 an. Donc autant que ça soit le plus vieux des deux. Et en fait, j'ai donné à ma mère un ordinateur de 2015, et j'ai filé à l'étudiant un ordinateur de 2012. Mais les deux fonctionnent très très bien. C'était des très bonnes machines à l'époque, mais ils fonctionnent très très bien. Sur l'un des deux, j'ai changé la batterie, mais c'était tout. Ça fonctionne nickel, parce que ça ne vieillit pas le silicium. Alors là, je vous jure, il n'y a aucun trucage sur ces 2 copies d'écran. Les patrons de AMD et de Intel ont dit exactement la même chose à quelques mois d'intervalle. Non, elle n'est pas morte, elle a juste un petit peu ralenti, la loi de Moore.
Alors, vous voyez, il est quand même l'air super embarrassé, le pauvre Pat Gelsinger. Et d'ailleurs, on a vu le cours d'Intel, je ne sais pas si vous avez suivi, en bourse, c'est une catastrophe. Ouais, parce que la loi de Moore s'arrête et c'est pas bon du tout pour les affaires. Au niveau, alors c'est vrai c'est vrai pour le nombre de transistors, mais c'est aussi vrai pour la fréquence d'horloge. Elle n'augmente quasiment plus, et ce depuis 2003. Et le prix des transistors non plus ne baisse plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter un GPU Nvidia, vous faites « Ah, c'est l'inflation, ma brave dame !» Mais pas que, c'est aussi le prix du transistor qui ne baisse plus, alors qu'on en met de plus en plus dans chaque GPU. Alors justement, les GPU, ils consomment de plus en plus d'énergie. Et ça, on sait à quel point c'est un problème. Et le prix continue d'augmenter parce qu'on met de plus en plus de transistors dedans. Alors, ça nous amène à se demander qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Là, je vous ai un peu posé le problème. On a un problème d'environnement. On a la loi de Moore, elle s'arrête. Eh on va faire de l'optimisation, évidemment. On va continuer à faire ce que les bonnes boîtes font, c'est-à-dire faire monter les développeurs en compétences. Certains appellent ça le software craftsmanship. Faire monter les gens, les prendre débutants et les faire monter en compétences. Et quand ils montent en compétences, le code il est plus performant, il est plus lisible et plus facile à maintenir. Alors au début, le débutant en bas à gauche, il crée du code pourri, illisible et qui se traîne. C'est normal, il ne faut pas lui en vouloir, il est débutant. Seulement, il ne faut pas qu'il reste là. Il faut lui apprendre ce qui va bien. Comment on fait? Donc, avec le temps, il devient de plus en plus senior, son code est de meilleure qualité, plus lisible, plus maintenable et plus rapide. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va on va repérer les éléments qui ont été mal écrits. C'est où sont les traces de maths par cœur, où sont les endroits où on est 5000 fois trop lent, ou 60 fois trop lent, ou 400 millions de fois trop lent, ce qui est assez peu probable. On va repérer ces endroits-là et on va se mettre à optimiser pour réduire la consommation de ressources informatiques. Je ne vous dis pas qu'il faut tout réécrire des systèmes d'information, ça ne marche pas. Mais repérer là où ça déconne et faire un effort pour que ça déconne plus ou que ça déconne moins. Et comme pour Math Parker, il ne s'agit pas de descendre à 6,7 millisecondes. Il s'agit juste de s'éloigner des 32 jours et de s'approcher des 15 minutes. C'est pas plus que ça. Justement parce qu'il y a un défaut, c'est que si on hyper spécialise le code et qu'on l'optimise à mort, ça va être difficile par la suite de le rendre lisible et maintenable. Donc il faut trouver le juste milieu. Et donc je ne vous dis pas de descendre tout en bas à droite, mais de passer la place du dev senior pour aller un petit peu plus loin et optimiser comme il faut ce qui doit l'être. Et ce qui est important parce que c'est utilisé souvent, beaucoup, forte charge, grand volume de données, etc. Donc en conclusion, optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les 2 ans, ça fait 1, du numérique respectueux des limites planétaires, on arrête de ruiner la planète, on n'a pas honte d'aller au boulot. 2, au contraire, on fait du travail de meilleure qualité en tant que dev, et ça c'est excitant plutôt que de pondre de la fonctionnalité à tour de bras. Et troisièmement, en fait, on continue à innover, puisqu'on libère de la ressource informatique, on peut continuer à inventer de nouveaux usages. Et c'est la raison pour laquelle on est venu, j'imagine, tous faire du numérique, c'est pouvoir inventer des nouveaux trucs cool. Et donc on continue à inventer des nouveaux trucs cool. Le prix à payer, c'est de faire du travail de qualité sur là où on a fait des trucs qu'on croyait être cool et qui étaient de la merde. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, on a un tout petit peu de temps pour les questions. Merci.
Alors, il nous reste en effet 2-3 minutes pour les questions. Qui a la première question? Pierre. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Quid de la rétrocompatibilité? Moi, à titre personnel, j'ai des appareils chez moi qui fonctionnent très bien, matériellement parlant, mais dont je ne peux plus rien faire parce que Apple, pour ne pas le nommer, a décidé de ne plus mettre à jour l'OS et que j'ai aucun moyen de le changer, quoi. Dans quelle mesure la régulation du coup pourrait imposer à ce genre d'entreprise de permettre de réutiliser leur appareil, quoi? Alors ça c'est un vrai problème. Alors on peut dire du mal d'Apple et je ne serai pas le dernier à le faire. Néanmoins, tu vois, moi j'arrive à faire tourner des machines Apple de 2012 avec des OS qui ne sont pas la dernière version, mais qui sont relativement maintenus. Donc on est cool. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'un jour ils vont dire Intel on en a marre et ils vont plus soutenir, mais ils sont plutôt meilleurs que les autres. Si on veut vraiment dire du mal de quelqu'un, ça va être Microsoft qui, avec la fin de support de Windows pour absence de puce TPM 2.0, va mettre 240 millions de PC à la benne qui fonctionnent encore. Ça, par contre, 240 millions de machines récentes qui fonctionnent encore, qu'on doit mettre à la benne à cause de Windows 11, c'est juste un des pires scandales écologiques qui soit aujourd'hui. Dans tous les cas, tu peux mettre Linux sur les deux machines. Bon, non, mais c'est un troll. Oui, je sais bien. Mais c'était obligé. Fallait pas me tendre une perche comme ça aussi. Merci pour le talk. Je pense que l'optimisation, ça parle un peu à tout le monde aujourd'hui avec les optimisations de coûts qu'on a pu avoir ces dernières années dans pas mal de boîtes. Moi, je trouvais intéressant que vous répondiez à votre copain Yann sur la loi de Moore. Est-ce que l'IA va nous sauver? Est-ce qu'elle va trouver la solution à tous nos problèmes? Ben alors ça, si tu veux, ça c'est une question à laquelle je compte répondre en 45 minutes lors de ma prochaine conférence. Non mais sérieusement, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Je suis pas complètement persuadé. Je veux dire, la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que l'humanité a les moyens de s'offrir l'intelligence artificielle? Est-ce que le pognon, l'énergie, les investissements, l'intelligence doivent être mis sur des systèmes qui me permettent de résumer des emails, ou bien d'écrire des emails à ma place, ou bien, je l'ai vu encore récemment, écrire des posts LinkedIn à ma place, mais tu vois, authentique, engagé et humain. Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux travailler sur des problématiques énergie, climat, biodiversité? Moi, je pencherais plutôt sur la deuxième solution. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT et les LLM sont très orientés vers des trucs rigolos où tu génères des images de chatons ou bien où tu vois Trump qui sauve des labradors. Ouais, c'est rigolo, hein, mais c'est pas là où est le problème. D'un autre côté, la data science, le machine learning, c'est super utile pour les scientifiques du GIEC, tu vois. Donc la réponse, elle n'est pas, je suis pas en train de dire il faut niquer l'IA. Néanmoins, c'est est-ce qu'on met les investissements sur là où c'est le plus urgent? La réponse est probablement pas. Le dernier en date, c'est Eric Schmidt qui a déclaré très récemment, ouais, de toute façon, pour les objectifs climat, c'est cuit, hein, donc autant faire de l'IA, en gros. J'ai pas réussi à répondre, tu vois, tellement j'étais agacé. Mais ça va peut-être venir. C'est dans le train, peut-être au retour ce soir. Petite question, déjà merci pour le talk. Par rapport au front-end, où on voit souvent, c'est un exemple, c'est partout, mais dans le front-end c'est plus clair, des nouvelles librairies qui arrivent tout le temps et les devs eux-mêmes, ils ont envie d'aller vers plus de confort, donc ils cherchent à faire de la refacto pour faire des mises à jour vers ces nouvelles librairies, qui apportent aussi en fait de la lourdeur à chaque génération de nouvelles librairies mises à jour. Est-ce que comment on traite ce cas-là en fait? Il faudrait aller vers garder les anciennes librairies et les optimiser ou Alors, j'en sais rien, mais il est fondamental qu'effectivement on continue de supporter des devices, enfin, des terminaux, donc des smartphones, des PC, qui soient les plus anciens possibles. Donc la compatibilité avec des anciennes versions, c'est ça qui compte. Parce que bien souvent, en fait, les gens, ils changent leur machine
certes parce qu'elle est plus lente, mais aussi parce que l'application dont ils ont vraiment besoin ne tourne plus, et ça c'est plus vrai dans le mobile, et ne tourne pas sur leur ancien device, et ça c'est un énorme problème. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse des mesures de performance. Dans le CI/CD, tu fais des tests sur est-ce que ça marche encore sur des machines anciennes, avec des anciennes API, avec des performances correctes, et tu monitores ça. Mais si tu ne mesures pas, tu ne le verras pas. Et si ça devient insupportable d'être utilisé sur une machine qui a moins de 10 ans, eh bien, ça ne doit pas sortir. Ce n'est pas de release, c'est bloquant. Ça, c'est juste un début de réponse. Mais, est-ce qu'on pourrait avoir une question d'une femme? Parce qu'il y en a dans la salle. Mesdames, n'hésitez pas. Alors, dans ce cas, ce sera vraiment la dernière, parce qu'on explose le timing, mais avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question? Ah, merci. Question UX. Oui, j'avais une question, plutôt une demande de conseil, si jamais tu en as, sur comment, donc tu as apporté une réponse à comment mettre en place cette nouvelle loi des ROM et qui relève plutôt de la compétence des managers, de ceux qui vont suivre, ou alors des devs eux-mêmes. Mais quand on n'est ni l'un ni l'autre, est-ce que tu as une idée de comment on peut influencer notre boîte pour aller dans ce sens-là, ou notre projet pour aller dans ce sens-là? Alors, si, ça dépend où tu es, mais si tu es PM, tu as des choses à dire quand même, évidemment. Donc finalement, c'est pas tant le patron ou le développeur, mais le PM a vraiment un rôle central. Donc vas-y, fonce. Deuxièmement, moi j'ai tendance à dire, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, mais si votre patron, votre boîte vous écoute pas quand vous abordez ce genre de truc, faut peut-être aller voir ailleurs, quoi. On a la chance d'être dans une industrie qui n'est pas trop sinistrée. On peut leur claquer le beignet et puis aller jouer dans une boîte où c'est plus sympa. Voilà. Merci beaucoup, Tristan.